là, le sujet du jour, c'est quoi? C'est parler du sens au travail. C'est un peu un sujet tarte à la crème, hein, ça revient à tort et à travers depuis maintenant des années et des années. C'est un peu le sujet de bataille de beaucoup de personnes. À tort ou à raison, ça dépend de ce qu'on appelle le sens au travail, parce que c'est justement ça tout l'enjeu un peu de discuter de ce sujet-là, c'est de se dire, bon, de quoi on parle quand on parle de sens au travail, à quel point est-ce que c'est récupéré aussi par les entreprises pour se faire une belle image, mais à quel point c'est du bullshit aussi. Est-ce que ce sens au travail, c'est quelque chose qui doit venir du travail, de la finalité de l'activité? Est-ce que c'est quelque chose à chercher en soi? Est-ce que c'est nous qui devons mettre du sens dans notre travail, ou le travail en tant que tel qui doit avoir du sens? Eh ben, c'est un peu l'objet, voilà, de toutes les vidéos qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Et donc voilà, une fois qu'on aura vu tout ça, bon, ben, on pourra se faire une petite synthèse de se dire, voilà, le sens du travail, à quel point ça doit être un objectif de chercher du sens. Est-ce que il existe ou il n'existe pas? Est-ce que c'est une course un peu vaine? Ou est-ce que finalement c'est devenu plutôt un affichage, une étiquette que se mettent les entreprises en disant, voilà, nous on a du sens, donc venez chez nous, et finalement, à la manière de ce qu'on a dans l'écologie, le fameux greenwashing, voilà, on est une entreprise, on fait de la merde, mais on met notre emballage en verre. Est-ce que le sens au travail, c'est pas devenu une étiquette que les entreprises se collent en disant, voilà, nous, ce qu'on fait, ça a vraiment du sens, donc venez chez nous, alors que en réalité, en termes de conditions de travail, eh ben, c'est finalement pas mieux, peut-être pas pire, mais en tout cas, vraiment pas mieux que ailleurs. Et vous allez voir que déjà, avec les premières vidéos, on a des points de vue qui sont très différents, et c'est pour ça que je disais au début, la question du sens du travail, eh ben, c'est un peu un fourre-tout, quoi. C'est pour ça que, déjà, savoir de quoi on parle, et c'est aussi pour ça que c'est un peu balancé à tort et à travers, parce que plus la notion relève différents aspects, différentes vérités, plus on peut mettre des choses dedans, et ben, plus il est possible d'utiliser cette notion un peu à tort et à travers. On va voir ça tout de suite, on va commencer avec la première. Tu aimes et tu n'auras jamais à travailler un jour de ta vie. On adore les aphorismes, surtout quand ça veut rien dire. Moi, en tout cas, j'ai jamais vu quelqu'un qui se dit « Ouais, chouette, demain, je vais aller travailler ». Le travail, des fois, c'est quelque chose de pénible, qu'on est obligé de faire. Un truc qu'on retrouve le plus dans le monde aujourd'hui, c'est la quête de sens. La bouffe que je mange, les enfants, mon boulot, les vacances, les habits que j'achète, tout doit avoir un sens. Mais est-ce que ce sens ne serait pas un peu comme ces aphorismes qui veulent rien dire? Est-ce que cette quête de sens ne serait pas en train de faire plus de mal que de bien? Voilà, j'aimais bien mettre ça en premier, parce qu'au moins on a déjà une vision un peu critique, hein. Dès qu'on commence, au moins on a une première vision de se dire, bon, quête de sens, c'est très bien, mais finalement on sait même pas vraiment de quoi on parle. Est-ce que c'est pas une nouvelle lubie, un truc un peu moderne, un truc un peu effet de mode, et finalement est-ce que c'est pas vain? Donc c'est ce qu'on va voir. La quête de sens dans la vie est quelque chose qui a travaillé l'humain depuis toujours. Puis les premiers textes philosophiques qu'on a, on demande c'est quoi le sens de la vie. Mais récemment, on a eu une sorte de déluge d'injonctions de sens, une sorte de storytelling permanent de toutes les boîtes pour trouver du sens. Il y a même presque une inversion de la charge, où ce n'est plus l'individu qui doit trouver un sens de sa vie, c'est sa boîte qui lui impose un sens. On voit tous ces slogans absurdes qui ne veulent rien dire de boîte. Une boîte qui fait, je sais pas moi, des sweats à capuche va faire un slogan comme si elle a trouvé le sens de l'existence. Un chercheur en sciences cognitives qui s'appelle Gordon Pennycook a développé un concept qu'il appelle le bullshit pseudo-profond. Ce bullshit pseudo-profond, c'est des phrases, des injonctions qui semblent avoir de la profondeur, mais en fait qui n'en ont pas un. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que cette quête de sens permanente avec laquelle on nous bassine toute la journée ne serait pas un peu du bullshit pseudo-profond? Comment est-ce que je vais trouver... C'est intéressant, ça, bullshit pseudo-profond, c'est-à-dire faire croire, et c'est exactement ça. C'est l'idée de quête de sens. Il y a un peu cet effet de mode, c'est-à-dire on sent un peu le vent tourner, on se dit, bon, les gens sont un peu paumés, il y a un peu désaffection du travail, les gens, évidemment, de base, si on pouvait ne pas travailler, je pense que beaucoup le feraient. On est dans un système où le travail est indispensable parce que c'est globalement la seule manière d'avoir des ressources, d'avoir l'accès à l'argent par le salaire, donc on travaille. Et ensuite, c'est de se dire, bon, le travail apporte quand même beaucoup de problèmes avec la notion de conditions de travail. Et donc au final, ce sens du travail, on sent que ça devient
un peu un effet de mode, et donc on balance, c'est quoi sa formule? Voilà, on balance du bullshit pseudo profond, c'est-à-dire c'est un peu un effet de une illusion quoi, un côté un peu maquillage, on repeint la façade de l'entreprise en disant: «Regardez nous on a vraiment tout compris et cette activité-là, elle a vraiment du sens». Et cette notion-là, elle est plutôt intéressante parce que tu peux voir un peu le côté, très très intéressé d'utiliser en fait le ressenti réel des individus pour l'utiliser un peu comme une manière de les attirer en disant: «Ah non, nous, chez nous, c'est pas pareil, quoi». Et au final, est-ce que cette injonction de devoir trouver du sens à la vie grâce à notre travail ne serait pas une sorte d'excuse, encore une fois, une inversion de la charge, où mon boulot prend une place centrale dans ma vie? Alors que pour beaucoup d'entre nous, le taf, c'est juste ce qu'on fait pour pouvoir faire autre chose. Est-ce qu'on ne devrait pas un peu abandonner cette quête permanente pour pouvoir faire autre chose? Là, ce qu'il est en train de raconter aussi, c'est si tu bascules dans l'aspect, c'est le travail en tant que tel qui doit avoir du sens et donc apporter du sens à l'individu, l'aspect où ton travail te définit et au final tout ce qui a du sens dans ta vie, vu que ça te prend la majorité de ton temps, c'est lié au travail. Et en plus, avec sa notion de bullshit pseudo profond, où très souvent ce sens en plus il est très futile, c'est une illusion. Et du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas vivre avec un non-sens? Par exemple, un de mes philosophes préférés s'appelle Émile Cioran. Il explique que le fait que la vie n'a pas de sens, c'est une des seules raisons qui font qu'elle vaut le coup d'être vécue. Parce que si on dit que la vie a un sens, qu'on nous impose, j'ai plus d'espace pour exister. Alors que si la vie n'a pas de sens, c'est là où les portes s'ouvrent. C'est là où ça devient beaucoup plus intéressant. Est-ce que c'est pas là qu'on laisse de l'espace pour que des choses réelles, qui peuvent apporter un changement réel pour les grands défis que nous devons affronter, pourraient émerger? C'est quoi? C'est si on t'impose pas un sens, qu'on te le laisse le découvrir, ouais, est-ce que finalement on revient pas à l'idée de dire c'est l'individu qui doit trouver du sens dans ce qu'il fait et pas à l'entreprise d'imposer du sens simplement comme une nouvelle manière de présenter l'intérêt de travailler chez elle. En tout cas, voilà, première vidéo pour montrer un peu l'aspect critique qu'on peut avoir sur le simple fait de se poser la question de est-ce qu'il faut du sens au travail? Ben attention parce que parfois c'est souvent ça peut être mal utilisé. Donc là, lui dit pourquoi et comment donner du sens au travail, et lui, il va plutôt partir sur la thèse qui consiste à dire que voilà, c'est dans le travail, c'est le sens, c'est le travail en lui-même qui a du sens, et donc c'est la finalité de l'activité qui doit être présentée de telle manière à ce qu'elle laisse penser aux salariés que ce qu'ils font, ça a du sens. Peut-être plus que le sens que l'activité a en tant que telle. Alors, donner du sens à son travail. Ça fait des années qu'on parle de ce sujet, mais depuis la pandémie, c'est vrai qu'on en parle un petit peu plus. Et je vais vous avouer quelque chose. Au début, il y a quelques années, quand on commençait à parler de donner du sens à son travail, de l'importance de donner du sens à son travail, j'étais un petit peu décontenancé. Et oui, il m'est arrivé dans ma carrière, comme vous, j'imagine, de temps en temps, de se dire mais je sais pas pourquoi je travaille, ou alors que notre travail nous saoule, qu'on comprend vraiment plus pourquoi nous le faisons. Et là, des gens m'expliquaient qu'il fallait impérativement trouver un sens à son travail. Et ça m'a trotté dans la tête. Et parfois, quand j'étais manager des collaborateurs et des collaboratrices, je sentais bien qu'ils avaient besoin que je leur donne un sens à leur travail. Donc là, il y a 2 trucs. À la fois, il dit un peu une injonction en disant: «Il faut du sens au travail, il faut donner du sens au travail». Comme si le fait de simplement travailler, n'était pas suffisant en tant que tel. Et il fallait forcément que ça ait du sens. Et le deuxième, c'est la recherche du sens par les individus eux-mêmes. Quand on distinguait tout à l'heure la partie soit tu donnes toi-même du sens à ce que tu fais, soit c'est ton travail qui doit avoir du sens par la finalité de l'activité, il y a après cette espèce d'entre-deux où les individus eux-mêmes sont pas capables de donner du sens à ce qu'ils font et donc ils attendent de leur travail, du travail lui-même, et donc lui, a priori, était quoi? Manager, que ce soit l'aspect, hiérarchique qui donne, aussi du sens à ton travail parce que toi-même t'es pas capable de l'apporter. Donc là, il y a 2 choses. Il y a à la fois, ça peut être une injonction sociale, je pense assez mal vue, hein, de simplement dire: «Ouais, j'ai un taf alimentaire, j'aime pas vraiment ce que je fais, c'est pour avoir mon salaire, c'est pour, payer, ce que j'ai, à payer». Ben, se présenter les choses de cette manière-là, je pense, c'est assez négatif, et donc présenter les choses comme ayant du sens montre un peu
davantage une sorte de grandeur d'esprit, quoi. Oui, mon travail a du sens dans ce que ça apporte, et donc quelque chose qui nous dépasse en tant que simple salarié ou simple travailleur, quoi. Et après l'autre la demande aussi des individus d'avoir du sens. Années que j'ai enfin compris. Et ce, grâce au patron d'une usine qui un jour m'a appelé en me disant: Monsieur Châtelain-Berry, je ne comprends pas pourquoi mes ouvriers et mes ouvrières démissionnent de plus en plus souvent. Là, je lui demande: mais que fabriquez-vous? Et il me dit: des vis et des boulons. Très honnêtement, je ne lui ai rien dit, mais je me suis dit: oui, être ouvrier à la chaîne pour faire des vis et des boulons, difficile d'être passionné tout de même, mais je vais quand même visiter son usine. Et je vous assure, j'ai été très étonné ce jour-là. Moi, je m'attendais à voir une usine avec des gens en bleu de travail pour faire des vis et des boulons calés chez Leroy Merlin et Castorama. Mais là, non. Je vois un atelier avec des gens avec des charlottes blanches, habillés tout en blanc. Bref, quelque chose de très technologique. Et je lui demande: mais que fabriquez-vous? C'est pas des vis et des boulons que vous faites? Et là, il me dit: mais si, ce sont des vis et des boulons. Je fais: mais ça va chez Leroy Merlin et Castorama? Il fait: ah non, 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 nous faisons des vis et des boulons qui vont servir à la visserie, dans les satellites, qui vont servir dans des fusées, dans des avions. Bref, c'est de la très très haute technologie. Et je lui pose la question suivante, très naïve de ma part: mais est-ce que vos ouvriers et vos ouvrières le savent? Et lui de me répondre: oui, oui, tout à fait, ils le savent au moment du recrutement, mais Lui, son truc, là, c'est vraiment de dire, fabriquer des vis, on va voir ce qu'il va rajouter après, mais fabriquer des vis et des boulons, de base, a priori, pas le truc le plus incroyable, le plus funky du monde. Tu peux peut-être difficilement trouver du sens dans ce que tu fais quand tu fabriques des vis et des boulons, mais le fait que ce soit le côté haute technologie, etc., et que la finalité de ces vis et des boulons, ce soit pour une utilisation, ou en tout cas parce que ça glorifie un peu la finalité de ton activité qui semble un peu basique au premier abord, de dire bon, fabrique juste des vis et des boulons, c'est un peu la manière dont il le présente, quoi, en disant c'est pas le truc le plus sexy, mais selon l'utilisation de ces vis et de ces boulons, ça veut dire que ça aurait plus de sens de faire cette activité-là. Bon, à nouveau, je pense que c'est un peu présenté comme ça, c'est sympa, mais est-ce qu'au quotidien, en tant que salarié qui fabrique tes vis et des boulons, et si là, dans son entreprise, il dit il y a beaucoup de gens qui démissionnent, est-ce que le simple fait de dire ah oui, mais les vis et les boulons là que vous fabriquez, ça va vraiment faire des trucs super à la fin. Je trouve que c'est peut-être un peu trop optimiste de simplement dire bah, le sens du travail, et en fait, il suffit d'expliquer aux gens que ce qu'ils font, ça va servir pour un truc super, et du coup, ça va vraiment donner du sens et galvaniser les troupes. Bon, je pense que quand au quotidien, tu fais un truc qui n'est pas, ne t'intéresse pas plus que ça, savoir qu'à la fin, ça va faire un satellite ou je sais pas quoi, peu du mal à me dire à quel point ça peut impacter. Probablement un minimum, mais de là à renverser la tendance, ils le savent. Et là, je lui demande: mais est-ce qu'il y a, par exemple, un produit cette semaine qui utiliserait vos boulons? Eh bien, il m'a dit: oui, il semblerait que oui, il y a un opérateur téléphonique, Orange, qui utilise des satellites qui ont été lancés cette semaine pour préparer l'arrivée de la 5G. Et je fais: mais est-ce que vos ouvriers le savent? Et là, il me dit: non, mais attendez, je vais quand même pas perdre du temps à expliquer toutes les semaines à un ouvrier où vont ces produits. Donc non, bien entendu, ils ne le savent pas. J'ai pas de temps à perdre pour ce genre de choses. Et là, j'ai eu, je crois, une très bonne idée. Je lui racontais l'anecdote suivante. Je lui dis: imaginez, vous avez un ouvrier qui se trouve sur Tinder. Tinder, vous voyez le site de rencontre. Non, je sais que vous savez ce que c'est. Et imaginez, il va à un date. Il va rencontrer une femme en espérant pouvoir la séduire. Il y va, mais vous, son patron, ne lui a pas dit à propos de ces satellites d'Orange. Et il y va, et la jeune femme, à un moment, lui demande, normal pendant la date: mais tu fais quoi comme travail? Lui, il fait des vis et des boulons, donc il n'en est pas très très fier. Il n'est pas médecin, avocat ou quelque chose de prestigieux, donc il va baisser les yeux et il va dire un peu timidement: bah, je fais des vis et des boulons, je suis ouvrier à la chaîne. Ok. Imaginez la même date, mais vous, son patron, vous lui avez expliqué que Orange va utiliser des satellites qui utilisent ses produits, ceux qu'il a fabriqués. Il va à la date, la femme lui demande: tu fais quoi comme métier? Et lui de poser une question à cette femme: tu as quoi comme opérateur? Et elle de dire Orange. Et lui va pouvoir dire: eh bien écoute, très bientôt,
tu vas pouvoir avoir de la 5G. Eh bien, c'est un peu grâce aux vis et aux boulons que je fabrique qui vont dans des satellites. Et par exemple, Orange Trop fort, hein. utilise un des satellites qui utilise mes produits. Bon, là, son exemple, on en pense quoi de son exemple? Pas hyper fan, hein. Pas hyper fan de dire, bon, de base, t'as un taf de merde, mais si t'expliques que ton taf de merde, où tu baisses les yeux, c'est ce qu'il dit, hein, c'est pas ce que je conclus. Mais il dit, bon, c'est pas aussi prestigieux qu'avocat d'être, ou médecin, d'être travailleur à la chaîne et de faire des vis et des boulons. Mais si tu dis que ces vis et ces boulons, ça sert pour les satellites, bon, on est un peu dans la thèse de la première vidéo avec le bullshit semi-profond de dire en fait c'est un effet d'habillage quoi. C'est un effet d'habillage, c'est une illusion. Est-ce que c'est vraiment un besoin? Est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce que le sens en tant que tel est vraiment présent? Là, c'est simplement, plutôt que de donner du sens, là, ça donne juste davantage d'informations sur l'utilité de cette production. Est-ce que la production de vis et de boulons a plus de sens si elle permet de faire des satellites? Oui, à la limite, si, tu peux quand même te dire au moins ce que je fais au quotidien, c'est utile. Donc là, on est plus dans le sens à travers l'utilité de l'objet, quoi. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est vraiment ça qui donne du sens au quotidien? Est-ce que tous les jours, tu peux te dire, quand t'es à ton taf et que t'en as marre, est-ce que tous les jours, tu peux te dire, oui, mais ça fait des satellites, alors que tu fais des vis et des boulons? Moi, c'est plus, si je comprends l'argument, je peux dire, ok, mais là, c'est plus en termes d'intensité, quoi. À quelle mesure? Ouais, si tu dis, il faut se rattacher, en fait, à la finalité pour donner du sens, moi, je dis, dans ce cas-là, c'est à quel point ça t'impacte. Parce qu'en effet, tu le dis une fois, pour recruter, pour expliquer petit à petit, au fil des... Je sais pas, au fil des livraisons, j'en sais rien, si là, ce coup-là, c'était les satellites, la fois d'après, c'est peut-être les sous-marins, j'en sais rien ce qu'ils font. Mais comment au quotidien, la question du sens au travail, c'est quand même pas comme ça un coup quand tu te lèves, c'est quelque chose de très ancré. À quel point est-ce qu'au quotidien, tu peux te raccrocher au satellite, si je peux me permettre l'image, à quel point tu peux te dire, oui mais bon, allez, c'est une journée de merde, c'est pas fou ce que je fais, ça m'intéresse pas vraiment, mais ça fait des satellites. À quel point c'est une image qui va être forte pour justement te convaincre que ce que tu fais, ça a du sens. C'est plus là-dessus que je mets des réserves plutôt que son histoire en tant que telle. On comprend bien l'idée, quoi. Si tu sais à quoi ça sert et que ça sert à un truc cool, ton métier devient un peu plus cool. Mais est-ce que vraiment ça devient cool au point que tu restes? Puisque là, le point de départ de son exemple, c'était un patron d'une boîte où les gens démissionnent. Est-ce que c'est uniquement la question du sens au travail, là, dans cet exemple, qui fait que les gens vont partir d'une entreprise? Bon, la question du sens, je pense, c'est justement un plus. C'est un peu du vernis, etc. Et je pense, on verra après avec les autres vidéos, voir ce qu'ils nous racontent. Mais je pense que le sujet du sens au travail, c'est un peu... ça peut vite basculer dans ce qu'il nous disait le premier, le côté bullshit, parce qu'en fait, il y a tellement d'étapes avant à vérifier pour savoir si ton salarié, ça se passe bien pour lui. Est-ce que ce qu'il fait, il peut bien le faire dans des bonnes conditions? Est-ce qu'on lui explique bien les choses? Est-ce qu'il a le temps? Donc, le sens ensuite de l'activité, partir du principe que c'est le manque de sens qui fait que là, les salariés de cette entreprise qui fait des vis et des boulons, que c'est le manque de sens qui fait que les salariés démissionnent, alors que quand t'es salarié, là il a dit quoi, sur une ligne de production ou à la chaîne, je sais plus le terme qu'il a utilisé, mais est-ce que c'est pas d'abord, c'est quoi tes horaires? Est-ce que c'est un taf où tu fais les 3-8? Est-ce que tu es à la chaîne? Est-ce que la cadence elle est imposée par la machine? À quel point tu es surveillé? Bon, il y a peut-être des strates qui arrivent avant, en termes de, si on hiérarchise, peut-être des choses à vérifier avant. Et peut-être que les gens qui démissionnent, c'est pas uniquement parce qu'ils disent, ah non, moi je ne fais des boulons et des vis que si ça sert à faire des satellites. Bon bah peut-être qu'il y a des choses à voir avant. Extrêmement valorisant. Il peut en être fier et pourtant, c'est le même métier que dans le premier exemple que j'ai donné. Il va pouvoir assumer la personne qu'il est, il va pouvoir se sentir libéré de parler de son métier au lieu, peut-être, parfois, d'en avoir un petit peu honte. Il va jusqu'au point de parler de honte ou de fierté de son métier, quoi, par rapport à la finalité. Donc là, on n'est même plus vraiment dans le sens, quoi. Parce que le sens de ton travail, si tu présentes ça comme ayant une vraie finalité, du coup, ça devient une source de fierté plutôt que de honte, et tu peux en parler plus librement. Tous ces métiers, pendant le premier confinement, on a utilisé un adjectif absolument atroce, les invisibles. Et enfin, ils ont retrouvé une fierté parce que, enfin, la société disait, oui, vous êtes
indispensables. Les agents de caisse, les éboueurs, les postiers, tous ces gens que finalement on ne regardait pas, qui n'avaient plus de sens forcément à leur travail, se sont sentis valorisés parce que nous, citoyens, nous avons donné du sens, nous étions fiers d'eux et nous nous disions « Waouh, c'est un sacré métier » et je peux vous assurer que pendant le premier confinement, mes agents de caisse du Franprix d'à côté de chez moi étaient autrement plus importants que le PDG de cette chaîne. Il renchaîne sur son idée de fierté en disant « Sens au travail égale présenter davantage la finalité de l'activité ». Et si cette finalité a une utilité sociale, alors fierté, donc sens au travail, et la boucle est bouclée, quoi. Ok, donc là, c'est vraiment la preuve que le sens du travail vient du travail en lui-même, et même si a priori ça n'a pas de sens, il faut un peu se raconter une petite histoire, quoi. Puisque c'est pas visible directement, il faut raconter l'histoire en disant oui, mais c'est ce à quoi vont servir ces vis et ces boulons qui donnent du sens à ton travail à l'instant T. Comment pouvons-nous trouver un sens dans notre travail ? Le sens dans notre travail, il ne faut pas aller le chercher dans la nature de ce travail, mais dans ce que moi j'amène humainement dans mon travail. Voilà, je l'avais mis en troisième justement avec juste cette phrase, parce que lui il dit tout l'inverse. Il dit le sens au travail, c'est pas dans le travail, mais c'est la personne qui va apporter du sens à ce qu'elle fait, peu importe ce qu'elle fait, peu importe l'activité de l'entreprise. Prenons un boulot, voilà. Donc je suis enseignant. Le métier d'enseignant, il est normalisé. Vous devez faire ça, 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 suivre tel programme. Voilà le cadre dans lequel vous avez le droit de vous exprimer, etc., etc. Vous pouvez ne pas trouver de sens extérieur à l'idée de la façon dont l'éducation nationale va éduquer les enfants. Donc vous pourriez dire, ce métier n'a plus de sens pour moi. C'est pas le métier en lui-même qui a du sens, c'est vous faisant ce métier. Donc c'est pas comment je peux trouver du sens à mon travail, c'est quel sens je vais apporter à ce que moi je suis en train de faire. Et le sens, en fait, il est posé sur un truc tout simple, c'est dans quel état d'esprit tu y vas. Et là, une fois de plus, on inverse le truc. C'est quelqu'un qui cherche à « je veux trouver du sens à mon travail pour y aller joyeusement », alors qu'en fait, si tu y vas joyeusement, ton travail prend sens. C'est vraiment l'humain qui amène le sens et n'est pas le travail qui amène le sens. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de ça ? Ça paraît sympa comme idée, mais là c'est une histoire de volonté, quoi. C'est en gros, finalement, tous ceux qui disent « ouais, mon travail n'a pas de sens », dire ça, c'est un peu dire c'est de leur faute, quoi. C'est un peu dire, bon, ils n'ont pas su trouver ils n'ont pas su mettre du sens dans leur travail, ils n'ont pas su apporter suffisamment d'eux pour que ça ait du sens, pour être plus épanoui. Mais bon, une fois que tu as dit ça, une fois que tu dis ouais, c'est pas le travail qui amène le sens, mais c'est l'humain, ça n'explique pas non plus comment tu y arrives à ça. Si on reprend la vidéo justement d'avant, où il disait moi en tant que manager, j'avais des gens dans mon équipe qui étaient en recherche de sens au travail. Bon bah celui d'avant, sa réponse c'était de dire regardez l'activité à quoi elle sert. Au moins, on est d'accord, on n'est pas d'accord, ça a ses limites, c'est ce qu'on a dit. Mais au moins ça a une réponse, t'apporte quand même quelque chose. Lui, s'il est manager et qu'il a des gens qui disent on cherche du sens dans notre travail, lui il viendra dire bah c'est à vous d'amener du sens. Devez-vous trouver ou devez-vous donner du sens à votre travail? Ah ouais, ça j'aimais bien comme intro. Déjà, est-ce qu'il faut le faire en fait? Est-ce que le sens au travail c'est vraiment indispensable, ou est-ce qu'on peut aussi se dire je m'en fous? Voilà, est-ce qu'on peut, c'est le sens du travail, est-ce que ça vient du travail, est-ce que ça vient des gens? Ou troisième option, est-ce qu'on peut dire oh, foutez-moi la paix, quoi, ça ne m'intéresse pas, vous ne m'intéressez pas? Est-ce qu'il faut se poser cette question? Est-ce qu'il faut vraiment faire des trucs pour arriver à une réponse? La question du sens au travail est devenue assez centrale. Pendant des centaines, voire des milliers d'années, la question du sens au travail ne se posait pas. On travaillait parce qu'on n'avait pas le choix. On travaillait pour nous, notre lopin de terre, ou pour quelqu'un de manière libre ou forcée, y compris par l'esclavage ou le servage. Et à cette époque où il n'y avait pas moyen d'y échapper et que rien n'était intentionnel, la question du sens au travail ne se posait pas. Aujourd'hui, ce rapport a tendance à changer. Et chaque jour un peu plus, notre activité, notre travail va nous définir. Je vois ce qu'il veut dire, hein, c'est plus l'esclavage, mais sur l'aspect contraint, quand tu es dans un système où le seul accès à l'argent, c'est le salaire passe par le fait de s'employer auprès de quelqu'un. Bon, en termes de choix... D'après une étude de Deloitte et Viadeo, 87% de la population accorde de l'importance au sens au travail. Il est donc très logique que les organisations tentent de s'emparer du problème, d'autant qu'on ne va pas le cacher, ça arrange tout le monde. Un collaborateur qui trouve du sens dans ce qu'il fait devient plus engagé. Et par
Ah, voilà, donc là on arrive sur une autre manière de détourner le principe du sens au travail. L'idée c'est quoi? C'est travail plutôt contraint, indispensable, nous définit, socialement, on y passe notre temps, la majorité de notre temps. Donc le résultat de cette équation, c'est quoi? C'est, ce qui dit 87 des gens, trouvent que le sens au travail, c'est important. Bah, forcément, vu que c'est par ça qu'ils vont se présenter même. «Salut, je m'appelle, Michmuch et je fais ça dans la vie», ou alors c'est l'une des premières questions qu'on va leur poser pour se présenter: «Tu fais quoi dans la vie?» Et donc vu le temps que tu y passes, le côté contraint, à quel point ça te définit, à quel point c'est un marqueur social, du coup, le sens au travail est très important. Un des effets, c'est quoi? C'est les entreprises se disent: «Tiens, les salariés à qui on va donner du sens vont être plus investis, donc plus productifs». Donc là, au moins, on peut avoir une première définition de ce qu'est le sens du travail pour l'entreprise et la manière dont elle le présente pour chercher un investissement supérieur des salariés. Par conséquent, il est plus productif et reste plus fidèle à l'entreprise. Bref, tout le monde y gagne. Dans l'un des TED Talks les plus connus, avec plus de 40 millions de vues, l'auteur Simon Sinek nous explique l'importance du pourquoi dans les entreprises. Il illustre la raison pour laquelle les entreprises les plus florissantes vous vendent un état d'esprit plutôt qu'un produit. Ils vous vendent un pourquoi plutôt qu'un comment. Et si ça vaut pour les clients, ça vaut aussi pour les collaborateurs. Je fais l'entretien dans un collège et je permets à des élèves d'apprendre dans un environnement agréable. Pas besoin de vous faire un dessin, une des deux phrases est bien plus inspirante et motivante au quotidien. Donc là, on retombe dans, c'est un peu raconter une histoire, quoi. C'est finalement le sens au travail, c'est pas du tout l'activité en tant que telle, mais c'est ta manière de présenter l'activité. Je fais l'entretien ou alors non, je permets à des élèves d'apprendre dans un environnement agréable. C'est parce que je fais l'entretien dans un collège, c'est l'activité, voilà ce que ça permet. Et comme ça permet un truc cool, ça donne du sens. Bon, on retombe sur la même chose, quoi. Tout à l'heure, c'était, je fabrique des vis et des boulons. Mais je permets de fabriquer des satellites qui font, la 5G, d'Orange. Donc comme, ça c'est un truc un peu, cool, en tout cas un peu plus cool que de dire juste, «Je fais des vis et des boulons», là je fais l'entretien d'un collège, comme la finalité a du sens, le travail a plus de sens, donc il est motivant. OK, donc le sens du travail pour l'instant devient quand même de la finalité de l'activité. Ou en tout cas, la manière dont la finalité de l'activité est présentée aux salariés et du coup, motivation, fierté, on en revient Au à quotidien. Alors ça, certains c'est vont bon. me rétorquer que tout ça c'est du blabla, que c'est que de la communication et que ça fait très Startup Nation. Peut-être. Reste que ça change beaucoup de choses dans votre approche de votre travail, dans la vision que les autres ont de vous, y compris votre hiérarchie. Ah oui, donc lui il dit: «Bon, bah, oui, c'est du bullshit, mais alors, si ça marche, si c'est du bullshit, c'est pas grave. C'est pas grave qu'en fait, en effet, ce soit juste une vue de l'esprit, juste une manière d'agencer les idées pour que dans ta tête, tu te dises: "Bon, bah, OK, dans ces conditions-là, je veux bien, faire l'entretien d'un collège ou faire des vis et des boulons", parce que la manière dont on m'a présenté les choses me permet de me représenter mentalement, mon activité comme utile et donc ça a du sens, donc j'y vais et je reste, motivé et impliqué. Vaut mieux présenter, les choses même de manière un peu bullshit parce que ça va forcément marcher un peu et au final, ça permet à tout le monde de mieux vivre son travail, même si c'est un travail qui est un peu chiant à la base. Mais la réalité, c'est que si vous êtes dirigeant ou manager et que tout ce sens au travail, ça vous arrangerait bien, bah, il ne vous est pas possible de l'imposer. Puisque le travail est libre, dans le sens où il n'est pas obligatoire, c'est à chacun de nous de décider à quel point il veut s'engager et à quel point il veut trouver du sens dans son travail. Alors plutôt qu'essayer de donner du sens de force à base de grandes phrases inspirantes et d'ambiances faussement cool, les entreprises doivent créer les conditions et les espaces pour que chacun puisse trouver son propre sens. Oui, bon, bah, lui, il est toujours dans ce truc de, bon, c'est un peu dur parce que le travail est libre, donc les gens ont le choix, sauf que je suis très moyennement d'accord avec cette idée-là, de dire à quel point on a le choix. Mais bon, OK, admettons. Et au final, on peut pas l'imposer. Le côté sens du travail sur la part des individus, c'est plutôt d'être libre ou pas en tant qu'individu, d'en donner du sens. Lui, c'est plutôt ce qu'il dit. Il dit en fait, s'il y a du sens, c'est qu'on t'a présenté l'activité d'une telle manière pour te dire oui, ça a une utilité, et mon activité présentée de cette manière-là, eh ben, je peux en être un peu fier, donc fierté égale sens. Et en même temps, en tant qu'individu, ce discours qu'on me présente, je peux accepter de garder une distance pour dire oui, voilà, mais moi, votre beau récit, votre belle histoire, finalement, j'en veux pas, ou j'en veux pas vraiment.
et je vais garder une distance. Donc finalement, la place de l'individu, c'est plutôt à quel point tu es prêt, à quel point tu acceptes l'histoire qu'on te raconte en face. Donc, sens du travail qui vient de l'activité, de la manière dont on te la présente, et toi, en tant qu'individu, c'est juste à quel point tu vas accrocher à cette histoire, à quel point elle va te toucher. Donc finalement, les gens qui disent bon, j'ai pas de, mon travail n'a pas de sens, je perds le sens de mon travail, c'est plutôt qu'ils n'arrivent plus à être convaincus par l'histoire qu'on leur raconte, quoi. Ou qu'il y a des événements autour, à mon avis, encore une fois, parce que pour l'instant, on n'a toujours pas parlé de conditions de travail, quoi, de manière dont les gens travaillent, dans quelles conditions, pour dire que peut-être ça joue. Mais donc, c'est peut-être ça, c'est peut-être tes conditions de travail qui vont te ramener à la réalité, en fait. Qui vont te ramener à la réalité et qui vont faire que tu ne seras plus capable de croire à l'histoire qu'on t'a racontée pour te présenter l'utilité de ton métier. Ça me paraît être une bonne première début de conclusion. Mais bon, on va voir si à un moment on nous parle de conditions de travail ou si c'est uniquement en fait quelque chose de choisi. C'est là pour l'instant le sens du travail, c'est exactement ça. C'est soit l'employeur présente ça bien, présente une histoire en disant bah oui, il y a juste à présenter votre activité pour montrer si vous êtes une entreprise, ça veut dire que vous répondez à un besoin, donc que vous avez une utilité, c'est pour ça que vous avez des clients. Donc, pour faire en sorte que les salariés aient du sens dans leur travail, il suffit donc de présenter votre activité pour montrer le besoin auquel elle répond, montrer à quel point c'est utile socialement, et donc qu'on peut être fier de faire cette activité-là. Et les salariés uniquement de se dire, bon, moi j'adhère plus ou moins. N'empêche que la partie conditions de travail, ce serait pas mal d'en parler un petit peu plus, parce que ça va vraiment sonner comme finalement un retour à la réalité. C'est-à-dire que c'est un peu cette illusion, cette narration, puis les conditions de travail qui te ramènent dans le réel en disant, ah bah oui, mais peut-être utile, mais n'empêche que ce que je gagne, ma charge de travail, mon temps de travail, la manière dont on me parle, la manière dont on me manage, à quel point on est reconnaissant de mon travail, si mon travail est si utile, pourquoi est-ce qu'on me dit jamais que ce que je fais c'est bien, etc. Et autant d'éléments qui vont te remettre les pieds sur terre, quoi, par rapport à cette histoire de dire oui, regardez, nous, notre activité est très utile. Mais du coup, pourquoi travaille-t-on et à quel point le sens peut impacter? On va voir s'il en parle. Tout le monde est pour travailler, en gros, on préférerait pas. Et donc la question de l'articulation des deux est évidemment une question importante. Le travail, par définition, c'est pas une fin en soi, c'est pas un but en soi. Le travail, ce n'est qu'un moyen. Et le propre de tout moyen, c'est de servir à autre chose qu'à lui-même. Premier début de réponse, en tout cas, on va l'interpréter comme ça. Le travail, c'est pas une fin, c'est un moyen. Un moyen vers quoi? Mais à autre chose, donc à nouveau, la finalité. Moi, en tout cas, je le comprends comme ça, donc finalement très cohérent avec ce qu'on a vu avant. Alors, est-ce que vous courez après la morale, la vertu, cette fameuse valeur travail dont on nous rebat les oreilles, en tout cas en France, depuis déjà plusieurs années? La réponse, à nouveau, est non. Et à nouveau, vous avez bien raison, parce que le travail n'est pas une valeur morale. Cette fameuse valeur travail, on peut parler de valeur travail, oui, c'est une valeur marchande. C'est pour ça qu'on vous paye pour travailler. On ne vous paye pas pour être juste, aimant, généreux. Une valeur morale, par définition, ça n'est pas à vendre, ça n'a pas de prix. Dès lors que tout travail mérite salaire ou rémunération, ça confirme que le travail n'est pas une valeur morale. Que je sache, il n'est pas écrit dans les évangiles « Travaillez les uns les autres comme votre Père du ciel travaille ». Alors quand je dis ça aux chefs d'entreprise, il y en a souvent un qui me dit « Il est écrit dans la Bible, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». Si ce n'est pas le travail, qu'est-ce que c'est? Je leur réponds « Oui, c'est le travail. C'est un châtiment. C'est le châtiment après le péché originel. Reconnaissez qu'il y aurait quelques paradoxes étranges à ériger un châtiment en valeur morale. » Là, juste un petit point là-dessus. C'est plutôt des réinterprétations modernes, quoi. Je suis pas expert hein, de ce qui est raconté dans la Bible, ni même dans aucun autre texte religieux, mais considérer que la notion de travail au sens moderne, c'est la même que ce qui semble évoquer quand il dit là dans son exemple à la sueur de ton front, comme si c'était le travail dans le sens d'activité laborieuse, contrainte, pour produire quelque chose, ça c'est une vision très moderne hein, du travail. Donc là c'est plus au fil des réinterprétations des textes, on a utilisé des catégories actuelles pour parler de ce qui a plusieurs centaines, voire milliers d'années. Donc sur cette question de
d'utiliser des textes, là en l'occurrence bibliques, j'imagine, ou même le fameux exemple de Dieu qui a travaillé 6 jours et qui s'est reposé le 7e. Utiliser le mot travail, ça n'a pas du tout le même sens de travail aujourd'hui. Travail divin ne peut pas être mis sur le même plan, c'est pas forcément ça renvoie pas au même type d'activité, quoi. Bon, ça c'était juste la parenthèse, juste de dire attention quand on fait des comparaisons de comment est-ce qu'on travaillait chez les Grecs ou avant, ne serait-ce que le mot travail comme manière de regrouper des activités, ça n'existe pas déjà à la base, en fait, c'est une construction. C'est que quoi, au 18e que ça commence à faire à peu près l'unanimité de se dire tiens, on va utiliser le mot travail pour regrouper ces activités qui sont un peu contraintes, un peu pénibles, qui servent à fabriquer quelque chose. Et après encore vers le 19e, où on va même y associer une notion de rémunération, de manière de gagner sa vie avec le travail. Donc attention à utiliser les concepts modernes quand ça réfère à des événements extrêmement lointains. Donc oui, on travaille pour l'argent, mais l'argent, ça n'a jamais motivé personne. Ça ne suffit pas à la motivation. Ok, bon, mais le sens au travail. Comme me l'a dit un autre chef d'entreprise lors d'un colloque, il me disait, oui, bien sûr, vous avez raison, mes salariés travaillent pour le salaire. Si j'arrête de les payer, ils arrêtent de travailler, ça c'est clair. Cela dit, me disait-il, le salaire, c'est pas moi qui le fixe, c'est le marché du travail. En l'occurrence, c'est une entreprise privée, mais ça vaut aussi à l'hôpital. Il y a un marché du travail dans le monde de la santé aussi, puis il y a les grilles indiciaires, enfin bref, l'hôpital n'est pas maître des salaires. Donc, je reprends la formule de mon patron du privé, il me disait, oui, mes salariés travaillent pour le salaire, mais le salaire, c'est pas moi qui le fixe, c'est le marché du travail. Si bien, me disait-il, que ma valeur ajoutée de manager, et j'aime beaucoup cette notion de valeur ajoutée de manager. Ah, je crois qu'on va y arriver là. Si bien, me disait-il, que ma valeur ajoutée de manager, elle n'est pas dans le salaire. Elle est dans les autres raisons que le salaire, que mes salariés ont de venir travailler chez moi et surtout de rester à travailler chez moi. Et il concluait en me disant, écoutez, j'ai beau tourner le problème dans tous les sens, la seule réponse que je trouve, c'est que s'ils viennent travailler chez moi, s'ils restent à travailler chez moi, c'est qu'ils y trouvent un certain plaisir, un certain bonheur. Il me semble qu'il avait évidemment raison. Qu'est-ce qui vous fait courir les uns et les autres? Ce n'est pas le travail, ce n'est pas la morale, ce n'est pas seulement l'argent, le salaire. Vous courez d'abord et surtout après le bonheur. Une partie du sens, tout ou partie, c'est le fait que tu puisses y trouver un bonheur. Qu'est-ce qui donne du sens? C'est pas le travail en tant que tel. En tout cas, c'est pas l'activité pour l'activité, c'est pas le salaire parce que c'est pas suffisant, c'est simplement la contrepartie de ton temps, de tes efforts, etc. C'est juste la base. Et donc, ce surplus donc de sens, ça viendrait des conditions globales qui font, il n'a pas dit quoi, parce que là il parle de valeur ajoutée du manager, qui font que si les salariés restent alors qu'ils pourraient aller travailler ailleurs dans ce qu'ils font, si les salariés ne démissionnent pas, c'est qu'ils y trouvent un certain plaisir, un certain bonheur. Bon, je trouve d'une part, on oublie un peu le fait que le travail, et surtout cet accès à l'argent est tellement important que changer de travail, c'est pas non plus un truc qu'on fait sur un claquement de doigts. À partir du principe que des gens qui restent dans ton entreprise alors qu'ils pourraient aller travailler ailleurs sont forcément heureux, c'est un petit raccourci. Mais bon, on comprend l'idée. C'est une vision un peu plus large, c'est que le sens au travail, c'est les conditions, de manière générale, les conditions de travail et de management qui font que tu restes dans une entreprise alors que, en théorie, tu pourrais en changer. Tu pourrais trouver le même travail dans une autre entreprise et tu pourrais faire ton métier ailleurs. Là, lui, le sens qui apporte en tout cas le bonheur au travail, c'est toutes ces conditions qui font que tu restes alors que tu pourrais partir. Est-ce que c'est ça aussi le sens? Nous courons tous après le bonheur. Après, mais au fond, qu'est-ce que vous en savez? Les salariés des hôpitaux universitaires, vous ne les connaissez pas. Je vous répondrai que j'en sais que ce sont des êtres humains. Et que je crois avec Blaise Pascal que tout homme, toute femme veut être heureux. C'est une formule fameuse de Pascal, dans les pensées de Pascal. Pascal écrit « Tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela est sans exception.
La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet, le bonheur. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre. Là, il dit, peu importe qui on est, l'objectif, à partir du moment où t'es humain, c'est que, voilà, conscient, inconscient, ta volonté va forcément aller vers le bonheur. Donc ton travail, au final, si tu y restes, c'est que tu es bien, donc c'est que ça participe, dans une certaine mesure, à ton bonheur. Vu que c'est pas uniquement le fait de travailler et d'avoir ton salaire, mais c'est les conditions plus globales, la valeur ajoutée managériale, donc on va appeler ça les conditions de travail. Donc c'est des conditions de travail qui font que ça participe d'une certaine manière à ton bonheur, et donc pour toi ça a du sens. Là, avec cette notion de valeur ajoutée managériale, où le directeur dit, bon, le taf que font mes salariés chez moi, ils pourraient le faire ailleurs, donc s'ils restent chez moi, c'est qu'ils y sont bien. Et lui, il dit, tous les humains cherchent le bonheur, donc s'ils continuent de travailler, sachant que c'est pas uniquement pour le salaire, s'ils restent dans une entreprise, ça veut dire que dans une certaine mesure, ils sont un peu heureux. Donc les conditions dans lesquelles ils travaillent participent, dans une certaine mesure, à leur bonheur. Et donc, on pourrait, nous, avec ce qu'on est en train d'essayer de faire avec ce sujet-là du sens au travail, conclure en disant, donc, le sens au travail passe par des conditions de travail qui, consciemment ou non, favorisent ton bonheur. Vision plus managériale, comment donner du sens au travail à ses équipes? Dans une entreprise, les meilleurs managers sont ceux qui arrivent non seulement à diriger une équipe, mais aussi à donner du sens à chaque activité qu'ils font. Les salariés sont généralement des gens recrutés par une entreprise pour exécuter une activité. Ces activités peuvent être faites de manière automatique, c'est-à-dire venir au bureau, exécuter ses tâches et rentrer chez soi. Cette forme de routine favorise très souvent un cadre de travail stressant pour leurs équipes et, dans une certaine mesure, une productivité constante. Par contre, dans un environnement de travail où les employés sont impliqués dans l'atteinte des objectifs et trouvent un sens à chaque tâche qu'ils effectuent, le rendement est bien meilleur avec une bonne qualité de vie au travail. En effet, lorsque le manager arrive à donner du sens aux activités des employés, cela augmente leur engagement au travail et leur motivation. Ils innovent dans leur travail, ce qui contribue à atteindre plus rapidement les objectifs fixés. Ce processus de donner du sens au travail implique donc de fixer des objectifs, partager clairement sa vision, mettre en place un bon système de communication, impliquer les équipes dans les activités de l'entreprise, rendre les employés autonomes, donner de la reconnaissance et motiver ses collaborateurs, donner des opportunités de développement des compétences et d'évolution professionnelle. Bon, déjà, hein, c'est la première fois, même si là, on a toujours cette vision un peu intéressée de dire, bon, moi, entreprise, il faut que je donne du sens à mes salariés, non pas parce que je suis sympa, mais parce que je vais en retirer des salariés plus investis, donc qui vont mieux bosser, donc ça va être rentable pour moi. C'est une vision intéressée. Mais au moins là, on a déjà des éléments de réponse où il dit, ça passe par quoi? Ça passe par, bon, bah, quand on fixe des objectifs, on fait en sorte que ce soit clair, la reconnaissance, on développe les compétences. Bon, c'est vraiment un peu le boulot du manager qui va créer des conditions de travail particulières. Donc lui, là au moins, la question du sens au travail, c'est comment est-ce que tu fais travailler les gens? Et pour lui, c'est ça qui donne du sens. C'est pas ce que font les salariés au quotidien, c'est pas ce à quoi va servir, mais plus de dire comment est-ce qu'on leur fait faire. Donc là, lui, il dit, ce qui donne du sens, c'est... Donc déjà, c'est le manager qui donne du sens. C'est plus ni le salarié qui choisit, ni l'activité qui a du sens par son utilité. C'est le manager, puisqu'il gère les gens qui travaillent, et la manière dont il va les faire travailler, et dans quelles conditions, c'est ça qui va donner du sens. Donc déjà, là, au moins, on a une troisième version, et troisième version qui, surtout, au moins, donne du concret, de comment est-ce qu'on fait travailler les gens, et peut-être que cette manière de faire travailler les gens, manière de traiter les gens au travail, c'est ça qui va pouvoir donner, en tout cas participer, à donner du sens au travail. C'est pourquoi, avant de commencer à donner du sens au travail, le manager de l'entreprise doit innover en mettant en place certains éléments qui faciliteront cette création. Il s'agit de la mission de l'entreprise. Toutes les entreprises ont une mission, mais le plus important est de savoir si ces dernières suivent efficacement la mission qu'elles se sont donnée. Le manager doit donc évaluer si l'entreprise suit normalement sa propre mission dans l'exécution de ses activités. La confiance est nécessaire pour consolider les liens entre les personnes et améliorer l'esprit d'équipe. En entreprise, elle est l'élément de base pour réussir un projet et garantir la qualité des relations humaines. Si en tant que manager, vous ne témoignez pas de confiance à vos employés, la communication au sein de l'entreprise sera presque inexistante. Sans communication franche et ouverte, il sera difficile pour les employés de donner un sens au travail qu'ils effectuent dans l'entreprise. La relation de confiance passe par le rapport au travail et le fait de responsabiliser les employés sur un projet. Là, on est vraiment là-dedans, quoi. En fait, le sens au travail, ça vient de ton boulot de manager. Tu leur fais confiance, tu les responsabilises, tu leur fais faire des trucs cool,
des trucs qui va leur apprendre des choses. Donc ils vont se développer, voilà, se soucier du bien-être. Le sens au travail passe par donc les conditions de travail. Et donc bonnes conditions de travail égale sens au travail, égale implication et performance. 4 éléments essentiels pour donner du sens au travail dans votre entreprise. Selon une étude récente de Work Human Research Institute de Globoforce, les gens restent dans leurs entreprises parce qu'ils trouvent un sens au travail qu'ils effectuent. Donner du sens est l'un des éléments qui aide à garder chaque collaborateur au sein de l'entreprise. L'intérêt du sens au travail, c'est que les gens restent. Les gens restent alors qu'ils pourraient partir. Je trouve qu'on est encore dans une vision où partir et changer de travail, c'est très facile, alors que les gens, plutôt au contraire, peur de changer, parce que partir, ça veut dire éventuellement démissionner, ne pas avoir de chômage, et donc ensuite trouver un taf où tu démarres par une période d'essai, et si ta période d'essai n'est pas concluante, et que ça a duré moins de, je sais plus, 2-3 mois, tu n'as pas de chômage. Donc, bon, partir du principe qu'en fait c'est si facile que ça de partir, et que les gens changent souvent, les gens ont toujours bougé, ont toujours changé de travail, c'est pas le sujet, mais présenter ça comme la seule vision, je trouve que c'est un peu optimiste, et c'est un peu être dans une situation où les gens ont déjà un bagage, de l'expérience, diplôme, et donc un profil profil pour lesquels c'est très facile de retrouver du travail. Et dans ce cas-là, si eux restent à un endroit, ça veut dire que, au-delà en plus du salaire et de la mission de l'entreprise en termes d'activité, s'ils restent, ça veut dire qu'ils ont du sens. C'est le sens qui fait qu'ils restent alors qu'ils pourraient aller ailleurs. Et ce sens, ça passe par le fait que on leur fait confiance, on a quand même une certaine reconnaissance pour ce qu'ils font, un petit mot sympa, on prend soin d'eux. Dit comme ça fait bizarre, mais on les traite avec un certain égard. Et donc en fait, c'est ça qui va donner du sens. Donc c'est le côté ambiance managériale, ambiance de travail, qui fait que les gens restent. En effet, le mot sens peut avoir différentes significations pour les gens. Par exemple, certains travailleurs recherchent un travail qui profite à la société. D'autres désirent avoir un travail qui leur permet d'améliorer leurs compétences et d'avoir un bon équilibre vie professionnelle et vie personnelle. La recherche de l'élément qui motive de façon personnelle est une étape essentielle pour encourager les collaborateurs et donner du sens au travail. Donc malgré tout, quand même, définition personnelle. Bon, peu importe ce que fait l'entreprise, et en même temps, si votre définition personnelle du sens au travail, c'est la finalité de l'activité, bah, ça peut marcher. N'importe quel individu peut se dire, bon, finalement, moi, le sens au travail, voilà dans quoi je le trouve, et donc la définition de l'individu A ne sera pas la même que celle de l'individu B, et donc quand bien même on a une activité qui est la même, avec un salaire qui est le même, et un management, un bon management, on va dire, basé sur la clarté, la confiance, l'accompagnement, la bonne communication, etc. Si le salarié a sa définition du sens au travail est fortement liée à la finalité de l'activité, et que là c'est une activité qui n'a pas vraiment de sens, ou un sens qui ne le touche pas, dans le sens d'utilité sociale, dans ce cas-là, quand bien même ça répond à un peu toutes les définitions qu'on a données au début, vu que lui, sa définition personnelle, c'est d'avoir un truc, ah oui, mais moi je veux qu'on fabrique des trucs qui soient utiles pour les gens, et si au final on fabrique des grille-pains, eh ben, je trouve que voilà, l'impact social est très limité, donc je trouve pas beaucoup de sens, donc je m'en vais. Donc là, on rebascule sur un côté un peu volontaire, enfin pas volontaire, mais un côté personnel, individuel, de comment est-ce qu'on définit le sens au travail, quoi. Si je résume un peu tout, et avec ce qu'il a dit lui, le point de départ, c'est qu'il y a quand même une définition personnelle du sens au travail des gens, et que ça, on peut pas, en tant que manager, en tant qu'entreprise, on peut pas savoir, hein, ce qui est vraiment le moteur, ce qui va donner du sens pour les gens, et en même temps, on est à peu près sûr quand même qu'il y a un peu un plateau, un truc de base qui est quand même de dire, bon, c'est pas uniquement l'activité de l'entreprise ni le salaire, mais ensuite c'est comment est-ce que tu as de la considération pour ces gens qui viennent travailler, pour tes salariés, en tant que manager. Manager, ça peut être aussi l'employeur directement, hein. Et de comment tu vas les responsabiliser, leur faire confiance, communiquer avec eux, et leur offrir un cadre de travail intéressant, et même si ça passe par des choses, là il donnait ces exemples de trucs de sport, activités sociales, parce que finalement aller travailler, ce qui fait que ça a du sens, c'est aussi faire partie d'un collectif de travail, quoi. Mais au moins, là, on est sur, pour la première fois, une définition où c'est pas juste, je décide d'avoir du sens, ou on me raconte une histoire et hop, soudainement je trouve qu'il y a du sens. Non, c'est, de se dire: «Bah non, il y a des conditions». Il y a des conditions qui font qu'il y a du sens au travail, et que ces conditions, bah, ça relève davantage du quotidien, lié au management, plus que simplement d'avoir une histoire à un moment, de dire: «Ah ouais,
Nous, on fabrique des trucs cool, des trucs utiles, et donc ça va suffire pour tout le reste. Je vais avoir du sens, je vais trouver que mon travail a du sens de manière objective et permanente, peu importe ce qui se passe au quotidien. Alors que là, lui, il renvoie à des choses plus concrètes, quotidiennes, en disant, bah non, c'est aussi comment est-ce qu'on te traite comme salarié et comment est-ce qu'au quotidien tu peux travailler dans quelles conditions, qui fait que tu vas te lever tous les matins et aller travailler en disant, bon, voilà, ce que je fais, ça a du sens. Donc lier sens et conditions de travail, c'est déjà un truc qui me convient un peu plus, quoi. Et toi, tu fais quoi dans la vie? C'est la question qu'on a tous déjà posée des dizaines et des dizaines de fois. Il y a quelques années, j'étais à une soirée chez des amis et je ne connaissais pas grand monde. Invariablement, la même scène s'est reproduite. Un inconnu, appelons-le Gérard, me demande innocemment, après quelques secondes de bavardage, « Et toi, sinon, tu fais quoi ?» Et bizarrement, cette fois-ci, la question m'a semblé un peu bête. Bon, là, on commence par le classique de le travail qui te définit, quoi. Un peu ce qu'on disait, le travail est tellement important, tellement central, il te définit socialement, c'est pour ça que tu veux à tout prix trouver du sens, parce que quitte à passer la moitié, voire les trois quarts de ton temps éveillé et disponible à travailler, et pour une activité, autant que ça ait du sens, quoi. J'avais envie de lui dire, ben écoute, je mange un feuilleté sec et gras à la fois. Bien sûr, je comprenais que Gérard voulait savoir quelle était mon activité, ma fonction, ce qui me permet de vivre et de payer mes factures. Pourquoi est-il si commun de se définir par le travail? Et pourquoi ça me pose problème? Ça me donne la sensation d'être coincé, d'être figé, d'être engoncé dans une case et de ne pas pouvoir m'étendre au-delà de cette fonction. J'en ai vu pour qui un bon travail, c'est un boulot assuré et pas trop fatigant. Il y en a pour qui le bon travail, c'est un emploi rémunérateur. Et puis pour d'autres, c'est une espèce de représentation sociale, une identité, une image positive et flatteuse de qui ils sont. Une expression de leur ego finalement. Après, c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on n'a pas dit depuis le début en disant le travail n'a pas de sens en tant que tel. Le sens du travail peut venir aussi de là, de comment est-ce que tu peux te définir grâce à ton travail, parce qu'il y a des métiers qui ont une image peut-être un peu plus prestigieuse, etc. Si on reprend l'exemple du début, là, de celui qui disait dans un date, le mec est un peu honteux parce qu'il dit qu'il travaille à la chaîne parce qu'il n'est pas médecin ou avocat. Socialement, il y a quand même des métiers où, une sorte d'imaginaire collectif, il y a il y a des métiers qui sont plus valorisés socialement. Et peut-être que pour certains, vu qu'on dit sens au travail, c'est une définition personnelle, en même temps, et du coup, au final, le sens viendrait de la manière dont il peut te définir, et dont grâce à lui, tu peux te présenter, et la stature que ça te procure. Alors, si Gérard me demandait « Tu fais quoi dans la vie ?» j'aurais pu lui répondre « Je suis un bon métier. » Mais sommes-nous des êtres humains ou bien des fers humains? Alors longtemps, j'ai été un fer humain, enferré et tiraillé entre la valeur que je plaçais dans le travail et le sens que j'y trouvais réellement. Un espèce de sentiment amer de tout ça pour ça. Et puis en toile de fond, il y avait cette espèce d'injonction invisible de la société. J'étais censée aimer ce que je faisais puisque j'avais un bon métier. Alors si je suis honnête avec vous, travailler, eh bien, je préférerais ne pas. Mais vous aussi, regardez votre voisin. Une chance sur deux que celui-ci n'aime pas son travail. Et encore pire, 48% des Français déclarent être d'accord avec l'affirmation suivante. L'argent est la seule raison pour laquelle je vais travailler. Finalement, là, on a quand même des trucs différents, quoi. Parce que là, on était sur le truc, finalement, peu importe ce qui motive les gens, là, surtout celui à Genève qui disait après quoi on court, on court pas après le travail, on court pas après l'argent. Et du coup, si on y va, c'est pour le bonheur, et en même temps, si 50% des gens n'aiment pas ce qu'ils font, pourquoi ils restent? Du coup, ça fait tomber un peu toute la thèse d'avant. Si 50% des gens travaillent et n'aiment pas ce qu'ils font, c'est aussi la preuve que c'est pas si facile que ça de changer. Et donc simplement partir du principe que les gens qui restent travailler, vu que c'est pas uniquement le salaire qui les intéresse, déjà preuve à mettre avec entre grosses pincettes, entre grosses guillemets, dire que si c'est pas uniquement pour l'argent, et donc s'il reste, c'est la valeur ajoutée managériale, donc c'est ça qui donne du sens. Si on a une personne sur deux qui n'aime pas son taf et qui ne vient que pour l'argent, ça vient limiter considérablement cette question de sens du travail qu'on peut dégager des individus qui restent. C'est trop facile de dire
s'il n'aimait pas, s'il n'y avait pas de sens à son travail, il partirait. Déjà, moi, c'est bien qu'on ait un peu une nouvelle version. Parce que c'est très facile. Je trouvais depuis le début, c'était un peu facile de dire les gens restent, non pas pour le travail, non pas pour le salaire, mais pour finalement cette plus-value du manager qui fait qu'il y a des bonnes conditions. Et donc, s'ils partent pas, ça veut dire que tout ça, ça a du sens et qu'ils sont heureux au travail. C'est trop facile de dire si les gens ne partent pas, alors qu'ils pourraient faire leur travail ailleurs, c'est trop facile de dire que ça veut dire qu'ils ont du sens. Pour eux, il y a du sens dans ce qu'ils font. C'est un peu une conclusion trop rapide et qu'on a eu quand même beaucoup de fois jusqu'à présent. Donc remettre ça à la base en disant attention, il y a des gens qui restent alors qu'ils n'aiment pas et qui ne viennent que parce que ils doivent être payés en fait. Alors, ne pas aimer son travail semble banal, mais c'est aussi légitime. D'abord parce que travailler, ça n'est pas un plaisir, c'est une contrainte, une nécessité pour pouvoir à nos besoins. Et puis aussi parce que le travail, ça n'est pas facile tous les jours. C'est une souffrance. 7 Français sur 10 déclarent avoir un emploi nerveusement fatigant. Les troubles musculo-squelettiques restent la première cause de maladie professionnelle en France. Dans ce contexte, se définir par le travail peut sembler paradoxal, voire même insensé. Parce que finalement, on se définit par une contrainte, une souffrance. Et je pense que ça n'étonnera à personne de savoir que parmi les quelques étymologies supposées au mot travail, l'une d'entre elles serait le mot latin tripalium, un instrument de torture destiné aux esclaves. Très contesté, mais bon, c'est un truc qu'on entend souvent, quoi. Génial. Mais pas forcément D'autres vrai. linguistes estiment que le mot travail est un dérivé du mot entrave. Voilà, c'est pas mieux. Alors, que faire? Face à la souffrance au travail, ou bien à la perte de sens, on peut être tenté de tout quitter pour aller traire les vaches, pour cultiver notre jardin. Mais c'est rarement une option réaliste. La question est de repenser notre façon de travailler pour créer des cadres et des espaces de réjouissance. Et c'est justement la proposition de l'entreprise libérée. J'ai eu la chance dans ma vie professionnelle de pouvoir collaborer avec ce type d'entreprise. Alors non, mettre un baby-foot dans la salle de pause, ça n'est pas ça l'entreprise libérée. Si je résume très, très rapidement, c'est où la notion de lien hiérarchique est quasiment inexistante, où tu choisis en fait quand tu travailles, tu choisis tes congés, tu choisis comment tu fais ce que tu as à faire. En fait, c'est juste, t'es jugé sur le résultat. Et tant que ce que tu fais, c'est bien fait, et que imaginons le client final est satisfait, peu importe que tu aies fait ça de nuit chez toi, et puis le lendemain, le jour au bureau, et puis que tu aies pris des congés au-delà de 5 semaines classiques. Dans tous les cas, là, on retombe sur la question des conditions de travail, où en fait, c'est vraiment la manière dont les gens vont travailler qui va faire qu'elles vont y trouver du sens. On me disait qu'il fallait que je trouve ma mission de vie. Alors même là, j'avais l'impression d'être un échec. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Ma mission de vie, finalement, c'est de vivre, non? Un ami m'a conseillé, fais de ta passion ton métier, comme ça tu n'auras plus jamais l'impression de travailler. Ah bah là, on retrouve on retrouve une des premières vidéos sur le côté, vu que le travail en lui-même n'a pas de sens, c'est l'individu qui apporte du sens à ce qu'il fait, il faut faire de sa passion son métier. Donc continuer à faire le taf qu'on n'aime pas pour continuer à faire de l'argent, et faire sa passion à fond, et trouver une manière d'en faire son métier, parce que vu que c'est ça qu'on aime, on y apporte du sens. Une idée de génie, vraiment. J'ai donc suivi une formation pour devenir professeur de yoga, et puis en parallèle de mon travail, j'ai commencé à enseigner à droite à gauche. En plus, c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a continué son taf, elle a fait prof de yoga pour en faire Ma sa passion passion. est devenue une contrainte. Ah voilà, c'est ça le risque du coup. Ma passion est devenue une contrainte. C'est-à-dire qu'au final, si ta passion, tu y apportes du sens et que ça devient ton activité, ça devient ton métier. Mais donc vu qu'on a appris finalement depuis le début que c'est pas le métier en lui-même qui a du sens, si tu fais de ta passion ton métier, ta passion qui est devenue ton métier va perdre du sens. Et donc au final, tu reviens à la case départ, sauf que cette fois-ci, tu as vraiment grillé ta passion. J'ai donc finalement réalisé, enfin, qu'il fallait que j'arrête d'aller chercher des réponses à l'extérieur, mais que j'aille cheminer à l'intérieur. J'ai donc entamé un cheminement intérieur, un voyage exploratoire. La Et je trouve réponse que c'est intéressant individuelle. que d'autres linguistes, encore, voient peut-être une autre étymologie au mot travail. Le préfixe tra évoque le mouvement. Le travail serait une traversée, un transport, une transformation même. En anglais, le mot travel désigne le voyage, justement. Et ça me plaît. Je travaille pour expérimenter, pour grandir en tant qu'être humain, pour faire des expériences de vie, pour cheminer. Par exemple, faire l'expérience de collègue à la con. C'est une expérience de vie comme une autre qui me permet de cheminer, de grandir, d'apprendre la patience et la tolérance. Donc je ne travaille pas pour travailler. Le travail n'est pas une fin en soi, c'est juste un moyen d'expérimenter.
pour revenir sur le travail n'est pas une fin mais un moyen, et donc c'est la finalité du travail, mais c'est aussi ce qu'apporte le travail aux salariés. La finalité du travail, c'est à force de travailler, à force d'être au contact avec les collègues, avec l'activité, avec les conditions de travail, ça t'apporte des choses. Le sens du travail peut venir de la finalité de ton travail, de l'activité, mais aussi bien dans le sens le produit fini, que le livrable. Imaginons c'est une entreprise qui produit un certain type d'objet. On a les deux types de finalités de l'entreprise. Le travail comme moyen, vers la finalité aussi bien ce qui est fabriqué, mais aussi ce que ça t'apporte en tant que salarié. Et dans ce cas-là, ta réponse, on est sur ce qu'on dit depuis le début, soit la réponse personnelle, soit la réponse liée au travail. Et dans ce cas-là, c'est un peu l'entre-deux. C'est toi, personnellement, tu vas trouver du sens par rapport à ce que tu fais dans l'entreprise, mais non pas en tant que finalité liée à la production, mais finalité de tes conditions et de ce que ça t'apporte au quotidien, quoi. Et vous, demain, comptable, boulanger, banquier, chef de projet, business manager, développeur, région Europe, comment pouvez-vous remettre du sens dans votre travail en étant qui vous êtes? Comment pouvez-vous incarner votre fonction et transpirer qui vous êtes dans ce que vous faites pour travailler de manière plus authentique, pour travailler avec amour finalement, selon votre authenticité propre? Finalement, eh bien, je me suis libérée de la souffrance au travail en le dédramatisant, en le considérant pour ce qu'il est, un simple moyen de. Aimer ce qu'on fait ou pas ne définit pas la réussite de notre vie. Et ça ne me définit pas moi en tant que personne. Ça n'est pas parce que mon travail est nul que je suis nulle. Alors quand Gérard me demande « Tu fais quoi dans la vie ?» Eh bien finalement c'est moi qui décide de l'interpréter comme « Quel est ton métier ?» Et le simple fait que je l'interprète ainsi en disait finalement long sur la manière dont j'appréhendais le travail dans ma vie. Je fais le même métier qu'avant, mais différemment. Je travaille en ressources humaines, j'ai créé mon entreprise il y a quelques années. Et puis le travail, c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, je le fais de manière authentique et avec l'amour que j'ai en moi. Ah oui, donc là, c'est à nouveau l'idée de, c'est pas ce que tu fais en tant que tel, ce que tu produis, mais c'est avec quel état d'esprit tu vas à ton travail pour dire oui, ça a du sens. Oui, dans quel état d'esprit j'y vais, comment je vais exercer, finalement ce travail au quotidien, cette relation avec les collègues, etc. Vu que le travail n'est pas une fin mais un moyen, ça va m'apporter des choses. Et donc là, on est sur l'autre aspect, plutôt de ceux qui disent le sens au travail vient des individus eux-mêmes. C'est pas le travail qui a du sens, mais c'est la manière dont on y va et ce qu'on va apporter à notre travail qui fait qu'on a du sens. Parce que là, elle dit, moi je fais la même chose, c'est juste que je le fais avec une vision différente. Donc le sens du travail, du coup, là, elle dit, on est plutôt actif sur la manière de trouver du sens au travail. C'est finalement, c'est pas à l'activité de donner du sens, c'est pas au travail, c'est pas au manager, c'est pas à l'employeur, c'est à nous-mêmes de se dire, bon, comment est-ce que je change ma vision du truc pour que ça ait du sens quand je vais travailler. Et du coup, on va finir avec la dernière, avec Julia De Funès. J'avais déjà fait une vidéo, une vidéo en Reels sur Insta avec Julia De Funès qui philosophe et qui parle énormément des sujets liés au travail. Et donc voilà, maintenant qu'on a fait un bon tour du sujet avec à quel point le sens du travail vient des individus, vient du travail, à quel point c'est quelque chose d'actif, à quel point ça vient du management des conditions de travail, maintenant qu'on a un peu toutes ces idées-là en tête, on va pouvoir voir ce qu'elle nous raconte sur la question du sens au travail, vu qu'en plus c'est directement ça dont il s'agit, à la conquête du sens. Faire un petit éclairage sur ce mot, vous savez, dans les entreprises, il y a toujours, ou dans la société, il y a toujours un mot à la mode par année. En 2017, c'était agilité, en 2018, ça a été bienveillance, et cette année, c'est le sens. On l'entend à tout bout de champ, ça devient presque une tarte à la crème dans les entreprises, et j'aimerais juste... Sachant que la vidéo a 4 ans. Donc c'est vrai que ce truc de sens au travail, c'est quand même un sujet qui revient, et même encore maintenant, n'importe quelle vidéo, vous mettez sens au travail, vous voyez des vidéos très, très récentes, même en version courte sur Insta, sur TikTok, etc. Les gens qui parlent du sens au travail, c'est vraiment un sujet qui est ancré dans les préoccupations de beaucoup de monde, quoi. Redonner un peu de contenu à ce concept très utilisé et parfois un peu galvaudé. Je trouve qu'il va très bien avec le mot conquête. C'est un couple qui va très bien, qui fonctionne très bien. Parce que les deux mots sont très actifs, sont des projections, sont des volontés. Je vais essayer de démontrer ça. Or, souvent, on l'utilise en nous donnant, et souvent les philosophes sont appelés pour nous dire « donnez-nous du sens ». Donner du sens, ça ne va pas du tout ensemble, parce que dans donner, il y a l'idée de passivité, et le sens est une activité. Quand le sens se donne
par lui-même, ça s'appelle plus du sens, ça s'appelle de l'évidence. L'évidence est toujours un sens, évidemment, qui se donne, mais le sens n'est pas toujours évident, il est parfois très difficile à trouver. Déjà, avec cette notion de le sens c'est actif, si le sens en tant que tel, le sens, quand on cherche le sens de quelque chose, c'est actif, on est plus sur la notion de c'est aux salariés de trouver. Parce que c'est un peu leur définition, leurs envies, leurs affects, leur histoire qui va participer à donner du sens à ce qu'ils font, plus que la version qu'on avait de dire c'est finalement l'entreprise de manière générale qui doit présenter la finalité de son activité aux salariés pour leur montrer qu'il y a une utilité sociale et que ça va donner du sens. Parce que si on donne le sens, ça veut dire que c'est pas les salariés eux-mêmes qui sont allés le chercher. Donc c'est peut-être là justement la limite du système à donner du sens à des gens, alors qu'en principe, là, ce que Juliette de Finesse dit, c'est que vu que le sens c'est actif, c'est à tout le monde d'aller trouver du sens, avec finalement sa propre définition personnelle. Pourquoi on traverse aujourd'hui une crise de sens? Premièrement, les transcendances se sont effondrées. J'entends par transcendance des grandes autorités supérieures qui venaient guider les existences. Ah oui, ça c'est son truc d'un de ses livres, Ressources inhumaines ou un truc comme ça, Comédie inhumaine. De toute façon, c'est ce qu'elle va expliquer juste après. En gros, elle dit il y a déjà une perte en tout cas une recherche de sens, parce qu'il y a peut-être une perte de sens, parce qu'il y a une perte de repères. Parce qu'il y a ces grandes instances, ces grandes institutions qui étaient un peu des porteurs d'autorité, des références, des choses sur lesquelles on pouvait s'appuyer, qui ont disparu, et donc maintenant les individus sont un peu davantage livrés à eux-mêmes, et comme le sens, là finalement c'est très cohérent, comme le sens est quelque chose de direct qu'il faut rechercher, là où avant on pouvait se reposer sur ces autorités qui nous donnaient du sens, il n'y avait même pas à le chercher, à se poser la question, c'était comme ça. Sauf qu'avec la perte de ces grandes autorités qui donnaient du sens, maintenant les individus sont un peu livrés à eux-mêmes, et vu qu'il faut faire ce travail, et ben les gens se disent putain, perte de sens au travail, quoi. La religion s'est effondrée comme transcendance au sens où si la religion persiste aujourd'hui, c'est en tant que foi personnelle, mais c'est plus une affaire d'État public qui vient guider les existences. On n'attend plus de la religion qu'elle guide nos vies. On n'attend plus non plus de la politique, et l'actualité ne fait que confirmer ce que je dis. On n'attend plus de la politique qu'elle guide non plus les existences. Donc la transcendance qu'était la politique, qui venait déterminer les chemins et les cheminements d'existence, s'est effondrée aussi. Les castes sociales, bien sûr, se sont effondrées au sens où on n'est plus du tout dans une aristocratie, et enfin, plus en droit. Dans les faits, il y a encore évidemment des passages. Mais en tout cas, les castes sociales ne sont plus supposées déterminer les existences. Mais voilà, ce qu'elle dit, c'est perte de repères, parce que perte de ces grandes structures un peu qui représentaient des autorités, religion, État, que sais-je encore, des structures sociales, qui du coup, vu qu'elle dit le sens, c'est quelque chose de direct, en tout cas c'est quelque chose à aller chercher, c'est pas quelque chose qu'on donne aux gens, donc il y a ce côté assez individuel. Donc avant, on avait ces grandes structures qui donnaient du sens aux gens, donc il n'y avait même pas à réfléchir, sauf que maintenant, vu que ces grandes structures, ces fameuses transcendances, comme elle dit, ont disparu, les individus sont davantage livrés à eux-mêmes, on peut dire, et donc le sens qui était délivré par ces grandes instances n'existe plus, donc c'est à eux d'aller le chercher, le sens, et comme ils sont pas habitués, comme les individus en fait ont d'abord été habitués à ce que le sens on leur donne, maintenant ils doivent aller le chercher eux-mêmes vu que c'est une notion directe de ce qu'elle nous dit, c'est pour ça qu'on a davantage cette idée de perte de sens, et notamment perte de sens au travail. Donc les transcendances se sont effondrées, ce qui fait que c'est à l'individu seul de trouver le sens de son existence. Je trouve néanmoins que l'entreprise est devenue la nouvelle transcendance. On attend beaucoup de l'entreprise aujourd'hui, qu'elle guide, qu'elle rende même les gens heureux, puisqu'on parle de bonheur en entreprise. Ah oui, et donc du coup, disparition de ces autorités, les gens sont perdus parce que livrés à eux-mêmes, et donc on se repose sur l'entreprise. On se repose sur les entreprises, donc maintenant, les entreprises deviennent les responsables de donner du sens aux gens. Et au final, on se retrouve dans cette même complexité, depuis le début, de dire, est-ce que c'est les individus eux-mêmes, avec leur propre définition, qui doivent trouver du sens, ou est-ce que c'est à l'entreprise, en présentant son activité et l'utilité sociale de son activité, de dire, bah si, regardez, au quotidien, vous faites, c'était l'exemple du mec de tout à l'heure, vous faites des vis et des boulons au quotidien, mais ces vis et ces boulons permettent de fabriquer des satellites. Donc vous voyez, les satellites, c'est super. Donc ça a une utilité, donc ça donne du sens. On revient à la question de dire à quel point cette petite histoire, à quel point on est un peu dans du bullshit,
ou à quel point on est sur quelque chose de très marquant. Est-ce qu'au quotidien, c'est suffisant pour donner du sens de simplement expliquer l'utilité d'une activité? Bon, c'est peut-être aussi pour ça que, et puis de la même manière, on n'est pas attaché de la même manière à ces anciennes instances qui étaient très présentes comme religion, État, peut-être même syndicats avant. Et syndicats existent toujours, mais on n'a jamais eu des taux aussi bas. On est forcément moins attaché à une entreprise qu'à ces instances qui avant étaient des références. D'où cette sensation de perte de sens et qui explique pourquoi c'est un sujet qui revient très souvent en disant bah, on cherche du sens dans tout parce que ces grandes instances qui avant le prodiguaient sont en recul ou ont disparu. On attend moins d'une autorité transcendante qu'elle vienne guider nos existences et donc à l'individu seul de trouver le chemin de sa vie. C'est difficile pour une deuxième raison. Je disais, la chute des transcendances fait qu'on ne trouve pas nécessairement le sens parce que ça devient une responsabilité personnelle. Et la deuxième explication, qui est un petit peu plus économique, c'est que pour demeurer sur le marché économique, les entreprises doivent se techniciser. Je suis intervenue ce matin dans une compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance me dit Amazon arrive sur le terrain de l'assurance. Donc pour faire face à cette concurrence généralisée, on est obligé de moderniser, de techniciser les métiers. Les métiers se technicisent par nécessité économique. Ah, et du coup, ça enlève du sens. C'est exactement l'inverse du sens. Quand on apprend une technique, on n'apprend pas une finalité. Quand on apprend une technique pour jouer du piano, on fait ses gammes, mais les gammes ne sont pas un sens en soi, ne sont pas une finalité en soi. Or, les métiers sont devenus très techniques, d'où le sentiment d'absurde parfois quand on se lève le matin, on ne sait pas pourquoi on va travailler. Juste une anecdote. Ah oui, parce qu'on se rend même plus compte, de par les intitulés, de par cet aspect technique, qui est peut-être très abstrait, et le côté abstrait, lui, c'est un peu l'inverse du sens. Et donc du coup, ce côté de plus en plus technique, c'est vrai qu'on a même cette tendance à avoir de plus en plus d'intitulés de poste en anglais, même pour des entreprises qui sont en France, sous prétexte que l'entreprise est dans un groupe. Et du coup, vu qu'on ne sait plus exactement qui fait quoi dans l'entreprise, avec plus de précision, tout devient plus abstrait. Et donc, ne serait-ce que même que la finalité de l'entreprise, on a plus de mal à la percevoir. Je fais un fameux tour de table, vous savez, il n'y a pas longtemps dans une entreprise. Et en général, je ne retiens ni le nom ni la fonction, mais là, je l'ai retenu. Un type se présente et me dit « Bonjour, je m'appelle Gérard, je suis coordinateur de flux ». Et je me dis, oui, voilà, que c'est vraiment pas clair. Il est où le flux sont où? Il est en flux financier, en flux humain, en flux logistique, en flux de plomberie. À la limite, je ne sais pas où sont les flux. Il y en a partout des flux. Et comme il voyait un peu de désarroi sur mon visage, il me dit, mais je suis coordinateur de flux transverse. D'ailleurs, on parle de poste, on parle de fonction, on parle plus de métier. On ne dit pas quel est ton métier, on dit quelle est ta fonction. Ça, on voit qu'il y a eu une technicisation du métier. On ne voit plus la finalité ultime. Ça, ce truc de différence entre métier, emploi, poste, fonction, etc. C'est vrai qu'on est sur... faut le voir un peu comme un entonnoir, quoi. En gros, on a le métier tout en haut, qui est le truc général, et puis après, la fonction ou le poste, c'est à quoi ressemble tel métier dans l'entreprise X. C'est comment ce métier est utilisé, c'est quoi les tâches quotidiennes. Donc c'est vraiment le côté, finalement, même les métiers qui existent, ils sont tellement utilisés d'une manière particulière et d'une manière technique, que même un métier qui en principe pourrait avoir du sens, une fois qu'il passe par la machine de l'entreprise pour être vraiment adapté à sa fonction, vu qu'il est du coup de plus en plus technique et spécifique à cette activité-là, ça a moins de sens parce que le métier en lui-même ne ressemble plus tant au métier parce qu'il ressemble au poste dont l'entreprise a besoin. Bon, là, son exemple de coordinateur de flux, il y a quand même encore des métiers, on comprend bien ce qu'ils font juste avec l'intitulé, mais c'est vrai qu'on en a quand même de plus en plus, ou soit par le côté anglais, soit par des sujets qui finalement n'existaient pas avant, et donc tout cet environnement, ou peut-être même encore plus dans les plus grosses entreprises, quand tu travailles dans un endroit où finalement tu n'es pas capable de dire ce que font l'intégralité des personnes qui travaillent dans le même bâtiment que toi, comment tu peux avoir du sens dans ton travail si finalement tout le collectif de travail, t'es pas capable de dire à quoi servent l'intégralité des personnes. Un médecin, un boulanger, on sait ce qu'il fait. Un coordinateur de flux transverse par exemple, mais il y a un chargé de mission, ça veut dire quoi? On ne sait pas. Un chef de projet, on ne sait pas. Les métiers se sont technicisés et donc ont perdu de vue la finalité. C'est ce qui explique un phénomène qui n'est plus du tout un épiphénomène où des gens très diplômés de 40 ans, 50 ans quittent tout
pour faire quoi? À chaque fois, c'est soit un métier manuel, soit un métier relationnel. Mais dans les deux cas, il y a de la matière humaine. On voit la finalité de ce qu'on est en train d'entreprendre. Et en réalisant quelque chose, on se réalise soi-même. Ah voilà, donc là elle relie les deux. C'est-à-dire que le sens du travail, c'est donc la finalité. Cette finalité qui doit être compréhensible et pourquoi pas même palpable. Et c'est en travaillant en vue de cette finalité qu'on se réalise soi-même et que le cumul des deux donne du sens. Le sens vient aussi bien de ce que j'ai fait concrètement comme action pour, en plus, arriver à ce résultat qui est le produit que je viens de fabriquer, et éventuellement de fabriquer avec mes mains, quoi. Et que du coup, la perte de sens vient de, finalement, ce qu'on fabrique, on le comprend plus vraiment, en tout cas ce qu'on produit, ce qu'on livre comme résultat, on le comprend plus vraiment, et puis du coup, même les étapes pour y arriver sont très abstraites. Mais du coup, là, sens au travail qui vient en partie de l'individu, qui se réalise par les actions pour arriver à la finalité, donc c'est bien la finalité de l'activité de l'entreprise, éventuellement son utilité, qui va donner du sens. Donc c'est le cumul des deux qui donne du sens au travail, et pas uniquement de dire c'est l'individu qui choisit de trouver du sens, ou c'est uniquement expliquer aux salariés que ce qu'il fait a une utilité sociale, donc ça va forcément lui trouver du sens. Non, c'est vraiment le cumul des deux, ou le mélange des deux. Par la technicisation accrue des métiers, il y a une perte de sens. Le sens, je voudrais juste le définir un peu plus philosophiquement. Si vous ouvrez le dictionnaire au mot sens, vous avez 3 acceptions du mot. Vous avez les 5 sens, les sensations, la direction et la signification de quelque chose. Ce sont les 3 acceptions du mot sens. A priori, il n'y a aucun rapport entre les 3. Entre sensation, direction, signification, il n'y a aucun rapport. Et pourtant, c'est le même mot. Donc si c'est le même mot, c'est qu'il y a un point commun, et le point commun, c'est la définition même du sens. On n'a pas le temps de discuter, je vous la livre directement. Mais le point commun, c'est qu'à chaque fois, le sens est extatique. C'est-à-dire extérieur, comme extase. Je passe d'un état à un autre. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que le sens est toujours une extériorité. Le sens, si le sens est une conquête, il est toujours à chercher ailleurs. Si je prends le sens au sens sensation, essayez de toucher votre toucher, de voir votre vue, d'entendre votre voix, c'est impossible. Il faut une extériorité, une vidéo ou un miroir pour avoir accès à votre sensation. Je ne vois pas la façon que j'ai de vous regarder, mais en me regardant via une extériorité, je vais avoir accès à mon sens. Pour la direction, c'est exactement la même chose. Paris-Genève ne fait sens que le temps du trajet. C'est-à-dire que le sens est toujours où l'on va, jamais où l'on est. Le sens est toujours ailleurs. Une fois que je suis à Genève, Paris-Genève ne fait plus sens. Et pour la signification, c'est encore plus simple, le mot micro n'a aucun sens s'il ne renvoie pas à une chose extérieure, le micro. Donc le sens dans chacune de ces acceptions est toujours donné par une extériorité. On s'en fiche de tout ce verbiage philosophique si ce n'était pas lourd de conséquences, parce que si le sens est toujours une extériorité, ça veut dire que le sens du travail n'est pas dans le travail puisqu'il est toujours ailleurs. Le sens de la vie n'est pas dans la vie puisqu'il est toujours ailleurs, et vous déclinez le raisonnement, ça marche pour tout. Nos vies métaphysiquement n'ont aucun sens. C'est absurde cette existence, disait Camus, Ionesco. Métaphysiquement, c'est absurde, on est là pour disparaître. C'est fou cette affaire quand même. Mais ma vie ne va prendre du sens que si, par exemple, j'aime mes enfants. C'est-à-dire que c'est l'amour qui va venir justifier ma vie, mais c'est pas la vie en soi qui a un sens. Si mon travailler pour travailler n'a aucun sens, réussir pour réussir n'a aucun sens, gagner de l'argent pour gagner de l'argent n'a aucun sens. Si travailler me procure une identité sociale, par exemple, là, ça va venir justifier mon travail. Donc c'est une extériorité qui vient... Ah, donc ça, on en revient de trouver du sens par rapport à comment est-ce qu'on peut se positionner en se présentant, en disant, voilà, moi, je fais ça dans la vie. Donc, comme c'est une image extérieure que tu renvoies, c'est ça qui donne du sens. Donner du sens. Quand on cherche du sens, il faut chercher une extériorité. Et c'est pour ça que les entreprises souvent manquent de sens, parce qu'elles tournent sur elles-mêmes. Je travaillais pour une banque et elle essaye effectivement, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, de recruter et de fidéliser ses collaborateurs, et elle met en teaser appartenir au numéro 1 mondial de la banque, etc. Mais ça fait plus de rimer personne. Pourquoi tous les ingénieurs de la Silicon Valley, ou presque, veulent aller travailler pour Elon Musk? C'est pas parce qu'il dit vous allez travailler dans la boîte leader du secteur. Ça, c'est plus du tout le motif, comme pour Magé
génération ou les générations précédentes. C'est parce qu'il fait dreamer tout le monde. Aller coloniser Mars, c'est une extériorité, c'est un projet extérieur qui fédère, évidemment, et qui Donc motive. la finalité de l'entreprise. Très difficile pour le management aujourd'hui, c'est que le projet collectif de l'entreprise ne suffit plus. Avoir un projet cohérent, commun, c'est nécessaire, mais c'est plus suffisant. Le sens est excessivement individualisé, comme je le disais en introduction, et donc il faut allier en permanence le projet collectif, et le sens individuel. Ok, bah c'est très bien que ce soit la dernière vidéo, parce que c'est un très très bon résumé, quoi. De dire sens du travail, ça vient de l'extérieur. Donc c'est pas le fait de travailler dans une entreprise en tant que telle, etc. Mais ce que fait cette entreprise, son utilité, éventuellement utilité sociale, ses réalisations concrètes, ce qu'elle fabrique, ce qu'elle apporte comme service. Donc ça c'est le projet collectif en disant venez, vous allez avoir du sens au travail, c'est un peu le récit qu'on va présenter aux salariés en disant le sens va passer par toutes ces tâches, toutes ces actions pour arriver à cette finalité de l'activité de l'entreprise. Et en même temps, vu que c'est insuffisant pour motiver suffisamment et donner suffisamment de sens pour que les gens restent, il faut aussi, toujours, essayer de trouver c'est quoi la définition finalement individuelle du sens global, mais du sens au travail des individus, et qu'est-ce qui les anime, quoi. Avec aussi cet intermédiaire de dire, ça va être aussi l'extériorité de la question des conditions de travail, de comment est-ce qu'on te fait travailler, avec quelle charge, de quelle manière, comment est-ce qu'on te parle, comment est-ce qu'on te fait, on te met des objectifs, etc., quoi. Le sens, juste pour distinguer, ce n'est pas l'utilité. Quand bien même les métiers sont utiles, ils peuvent être insensés au sens où ils ne voient pas la réalisation. C'est ce que j'ai dit avec le coordinateur de flux transverse tout à l'heure. Il est utile dans l'entreprise, c'est un maillon très utile dans l'enchaînement beaucoup plus global de l'entreprise, mais il ne voit plus la finalité. Donc le sens, ce n'est absolument pas l'utilité. Les choses les plus utiles dans la vie ne sont pas forcément les plus sensées. On peut vivre sans amour, c'est pas utile au sens on peut vivre sans amour, mais c'est essentiel. L'utilité n'est absolument pas le sens. Là, elle vient un peu de démonter tout ce qu'on dit depuis le début. En tout cas, sur la partie de dire c'est la finalité de l'activité et son utilité qui donne du sens, quoi. C'est en comprenant à quel point la réalisation peut être utile qu'on va trouver du sens. Là, elle dit utilité, c'est pas le sens. On va tenter une petite conclusion si on reprend la playlist globale. On avait dit quoi? On avait dit avec lui, là, dans la première, donner du sens, ça n'a pas forcément de sens, parce qu'on va chercher aussi un peu, on va vite tomber dans le bullshit, quoi. Lui, il disait, en gros, trouver du sens, on a bien vu qu'en fait, les gens cherchent du sens, et donc, pour répondre à tout prix à cette demande, en gros, il y a un marché, quoi. Il y a une demande, et donc, les entreprises vont dire, on a bien compris que les salariés voulaient du sens au travail, donc on va leur filer du sens, quitte à ce que ce soit du bullshit. Et donc en fait, ça va être des formules hyper creuses, hyper nulles. Et donc lui il disait, bon là, finalement, c'est un peu la limite de donner du sens à tout prix, c'est qu'en fait, il y a des trucs qui n'ont pas de sens, et on peut l'accepter, quoi. On peut accepter que ce soit pas non plus la réalisation de l'année, qu'on ne soit pas en train de se dépasser, etc. Et ne pas donner de sens, ça va aussi, quoi. Là, c'est ce que lui disait. Le deuxième, il disait quoi? C'était sur la finalité. Alors c'est lui qui nous donnait l'exemple, un mec qui fait des boulons et des vis. Selon si ces boulons et ces vis, ça va être juste pour être vendu à Castorama, ou si c'est des boulons et des vis qui vont être utilisés pour faire des satellites, le sens du travail sera totalement différent, et ce sera bien plus valorisé de faire des boulons et des vis pour des satellites, parce que ça renvoie à tout un imaginaire de c'est technologique, ça a l'air bien plus impressionnant, quand bien même lui son métier reste le même. Mais du coup, de la finalité de l'activité de l'entreprise et de son utilité, il va en tirer une sorte de fierté qui va se traduire par du sens au travail. Donc lui, sa théorie, c'était plus de positionner ça sur le fait, en tout cas de mettre le curseur sur l'activité de l'entreprise qui va donner du sens. Numéro 3, lui, c'était totalement l'inverse. Numéro 3, totalement l'inverse, en disant, ce qui donne du sens, c'est l'individu. C'est pas le travail en tant que tel qui donne du sens, c'est l'individu qui doit amener du sens dans ce qu'il fait, peu importe ce qu'il fait. Et après, il balançait sa distinction entre ton travail n'a pas de sens, et si tu l'aimes pas, tu continues de le faire pour faire de l'argent, mais dans le même temps, ta passion, puisque là ça a du sens, vu que c'est toi qui le fais avec envie et volonté, ta passion, tu continues à la faire à fond, et t'essayes de la marchandiser, t'essayes d'en faire une source de revenus, et pourquoi pas ton unique source de revenus. Comme ça, ensuite, tu arrêtes ton travail qui n'a pas de sens et que tu n'aimais pas, et tu fais ta passion qui te rapporte de l'argent et qui a du sens. Donc au final,
Lui, il dit le sens, c'est ce qu'on fait dans son activité, mais qui doit être un peu une passion. Du coup, c'est quand même un peu une définition limitée parce que c'est quand même pas possible dans tous les scénarios, quoi. Et après, on a eu d'autres versions dans lesquelles on parlait enfin un peu des conditions de travail. En disant, certes, le curseur, on peut le mettre sur l'individu, parce que chacun a sa définition personnelle du sens au travail. Chacun y va avec des attentes particulières et peut trouver du sens dans différentes choses. Il peut trouver du sens dans l'identité sociale que ça lui procure, en se présentant comme oui, moi je suis avocat, médecin, etc. Donc l'image que ça lui donne, ça va lui donner du sens. Ça peut être aussi le salaire. Certains disent non, le salaire c'est pas suffisant, etc. Mais bon, le sens peut venir quand même de tout ce que tu peux faire grâce à ton salaire en dehors de ton travail. Et puis ça peut venir aussi de l'activité, des rencontres, des réalisations, etc., de ce que tu apprends. Donc ça, partie individuelle, et l'autre, partie liée à la production, en disant c'est ce que fait l'entreprise qui a du sens, parce que ça a une utilité sur un marché pour des clients, et donc l'entreprise peut dire, voilà, nous on fabrique ça, et donc c'est vous, salariés, grâce à votre travail, qu'on peut faire ça, donc ça a du sens. Et après, l'entre-deux, c'était de ramener un peu sur la question des conditions de travail. De dire, bah oui, bon, bah, c'est pas uniquement individuel ou uniquement lié à l'aspect, finalement, oui, destin collectif, hein, ce que disait Juliette de Funès. C'est aussi comment est-ce qu'on fait travailler les gens. Et là, enfin, on est tombé sur la question des conditions de travail. Dire, bon, bah, c'est des gens qui travaillent, c'est quand même qu'il y a un management. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait travailler ces gens, qu'est-ce qu'on leur fait faire, comment, à quel rythme, est-ce qu'on leur explique bien ce qu'ils doivent faire. Et du coup, là, la question des conditions de travail, à nouveau, pour reprendre sa formulation, hein, dans la question extériorité, on est sur des éléments extérieurs. C'est pas uniquement le travail en tant que tel, mais c'est plus toutes ces conditions qui participent à déterminer et à caractériser le travail. Conclusion générale sur le sens du travail, je pensais voir un peu plus clair, et finalement je savais que c'était un truc un peu fourre-tout, et en effet, c'est un truc un peu fourre-tout. Je savais que c'était un truc un peu fourre-tout, et ça l'est vraiment, parce que au final, personne n'a de vraie définition, quoi. Bon, le sens, ça vient, d'accord, c'est un truc direct qui vient de l'extérieur, et donc soit il faut aller le chercher, soit on nous le présente, soit un peu des deux, et en fait, il n'y a pas de vraie définition. À la limite, la meilleure vidéo, c'était quand même plutôt la dernière, en tout cas tout le début, celle de Julia de Finesse, qui nous dit avant, on avait comme ça ces grandes instances qui donnaient du sens aux gens, donc les individus avaient beaucoup moins à le chercher eux-mêmes, parce que c'était soit la religion, soit l'État, soit les syndicats, soit voilà, des grandes instances, soit même la famille. Et au final, avec le recul de ces différentes autorités, on a les individus qui sont livrés à eux-mêmes. Puisqu'ils sont livrés à eux-mêmes, ils doivent trouver du sens eux-mêmes, avec cette démarche active, et en fait qui les laisse parfois un peu dans un grand vide. Et donc, face au recul de toutes ces autorités, on a par contre la montée d'une autre, qui est l'entreprise, et donc en fait maintenant tous les regards se tournent vers l'entreprise, qui doivent être les seuls, ou presque, à donner du sens, parce que le travail, c'est l'essentiel du temps disponible des individus, en tout cas la semaine. Et donc du coup, vu que c'est ça qui te définit socialement et qui occupe la majorité de ton temps, la responsabilité du sens maintenant incombe aux entreprises, et donc du coup c'est à elles, aussi bien par leur activité que par leur management, que par ce qu'elles font faire aux salariés, de donner du sens, et après les salariés eux-mêmes sont plus ou moins libres, ça dépend de quel point ils ont pensé ce sujet-là, d'adhérer ou non au récit présenté par l'entreprise, ou de trouver, avec leur définition personnelle, du sens dans ce qu'ils font. Voilà, je pense que c'est à peu près le résumé du sujet, en tout cas de ce que j'ai compris. Donc voilà, ça me permet de conclure ce qu'on s'est raconté là ce soir depuis quoi, 2 heures, un bon 2 heures, 2 heures et demie. Cette petite VOD va se retrouver sur YouTube, sûrement avec un peu de montage, hein, pour mettre que les passages les plus intéressants. En tout cas, c'était bien cool pour une première. Et puis, bah voilà, on va tranquillement s'arrêter là. Je vous dis au revoir à toutes et à tous, et à la prochaine, à très vite, parce que des lives, il y en aura d'autres. Et hop, outro, c'est ici. Ciao!